traditionnelle chinoise. Voilà, c'est ça. À peu près. Je vous laisse la suite. Merci bien. Ça va, vous m'entendez bien? Non. Non. Alors pour les acouphènes, j'ai un problème d'oreille. J'en parlerai tout à l'heure. Donc tout d'abord, merci à l'association Alice de nous avoir accueillis ici sur Besançon. On a profité un petit peu de la ville ce matin, c'est vrai qu'elle est bien belle. Alors nous, on vient tous les deux de Dijon. Et puis moi, j'exerce également sur Chalon-sur-Saône. Je suis sans cabinet fixe. Sur deux, trois cabinets. Voilà. Est-ce que vous connaissez à peu près ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise, plus particulièrement l'acupuncture, parce que c'est une des parties de la médecine traditionnelle chinoise. Donc je vais vous parler un petit peu de cette médecine. Alors je vais vous faire un rapide historique, et puis vous parler de notions un petit peu générales. Je vous rassure, je ne vais pas vous assommer avec des grandes théories. Déjà, bon, moi il m'a fallu 4 ans pour être assommé, donc je ne vais pas vous assommer plus longtemps que ça. Je vais simplement parler un petit peu historiquement par rapport à cette médecine. Et puis des notions comme le Tao, le Yin et le Yang, je pense que vous avez déjà entendu parler un petit peu de tout ça. Voilà, les 5 éléments, 5 mouvements en fonction des saisons, des émotions. L'énergie, le Qi, qu'on a tous. Et puis voilà, les notions de méridiens. Et puis à la fin, je vous indiquerai un petit peu les outils aussi que j'utilise. Et puis je vous ferai un petit peu travailler aussi à la fin de la séance. Je vous montrerai quelques points que vous pourrez tester chez vous voilà, en cas de petits soucis de santé. Alors la médecine traditionnelle chinoise remonte à moins 3000 ans avant Jésus-Christ. Il y a toujours un conflit avec l'Ayurveda, on ne sait pas laquelle des médecines est la plus ancienne. Voilà, ça s'arrête là. Bon, toujours est-il qu'il y a dû y avoir des échanges à une époque entre le Japon, la Chine et puis l'Inde à propos de différents outils, différentes médecines que ces peuples utilisaient. Alors c'est une médecine, contrairement à beaucoup d'autres, qui traite vraiment la personne dans sa globalité. C'est-à-dire on va considérer vraiment, quand une personne vient pour un problème, que ce soit physique ou émotionnel, on va traiter vraiment tout dans son ensemble. C'est-à-dire que nous, en médecine chinoise, on dit qu'un problème physique découle d'un problème émotionnel à la base. Donc après, voilà, il faut rechercher en soi le petit problème qui vous irrite, qui vous énerve, et puis qui est là, et puis voilà, qui grossit, et qui finalement donne un signal d'alarme au corps en disant « Bon Coco, il y a un truc que tu n'as pas compris, je vais te l'expliquer un petit peu plus fort. » Alors voilà, la médecine traditionnelle chinoise regroupe en fait 5 outils. Le premier, c'est la pharmacopée. La pharmacopée, c'est les plantes et puis les extraits d'animaux. Alors ça, c'est quelque chose que je ne pratique pas en France parce que c'est très compliqué et la moitié des plantes déjà sont interdites. Alors bon, vous savez tous plus ou moins, puisque vous êtes ici, que voilà, les labos, tout ça, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu proscrites. Et puis bon, les extraits d'animaux, c'est vrai que ça se comprend en France, voilà, on a la maltraitance et autres, c'est vrai que c'est pas toujours facile. La pharmacopée, par exemple, quand vous avez un problème de santé, c'est souvent des formules avec 5 plantes ou extraits d'animaux. Donc si vous enlevez une de ces plantes ou un de ces extraits d'animaux, ben la formule ne va pas fonctionner correctement et donc le médicament, enfin la pharmacopée sera inutile. Et puis ça peut même déclencher des choses, parce qu'il y a des choses qui s'annulent. Il y a toujours une plante principale, et puis une plante associée qui annule certains effets. Donc là, dans ce cas-là, ça peut devenir même dangereux. Le deuxième, c'est l'acupuncture que je pratique. Donc, tout le monde connaît un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on va travailler le long de méridiens, et puis sur ces méridiens, il y a des points d'action, des points d'acupuncture. Et chaque point d'acupuncture correspond à un problème particulier. Après, il peut y avoir des associations de points, etc. C'est assez complexe. J'en reviendrai tout à l'heure. Le troisième point, c'est la diététique chinoise. Alors, ne me parlez pas de la diététique chinoise actuelle, parce que eux, ils ont découvert, vous savez, c'est le fameux célèbre logo avec un espèce de M jaune. Je n'ai pas le droit de dire de pub, mais ouais. Donc, maintenant, c'est vrai que c'est
Voilà, c'est pas terrible. Mais dans l'ancien temps, ils savaient, en fonction des saisons, en fonction des légumes, en fonction voilà, de comment utiliser, de façon correcte pour le corps toute cette alimentation. Sachez simplement que l'alimentation, bah, c'est quand même la première chose que le corps ingère et puis qui est en contact direct avec les organes. Donc voilà, c'est voilà. Faites attention à ce que vous mangez. La quatrième, c'est le Qigong, qui est une gymnastique énergétique. Qigong, Tai Chi Chuan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer rapidement, le Qigong, c'est plus, moi je le pratique plus à but thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur une saison, on va travailler sur un organe particulier. Si vous avez un souci de santé, il y a des mouvements qui sont associés, par exemple le mouvement du poumon, par exemple, simplement, c'est des mouvements comme ça, où on visualise le poumon et on travaille voilà, pour gonfler le poumon et le faire travailler. Donc c'est plus thérapeutique. C'est des mouvements qui sont assez lents, où on reste sur place. Contrairement au Tai Chi Chuan, c'est les petits Chinois le matin sur les places qui font leur gymnastique. Vous savez, ils enchaînent les mouvements. C'est plus pour avoir une technique de santé de façon globale, plus générale. Voilà, et ça peut être plus compliqué, c'est plus long à apprendre parce qu'il y a par exemple, moi celui que je pratique, il y a 108 mouvements qu'on va apprendre au fil des années. Puis on n'est jamais comme il faut, on pose jamais le petit doigt, truc, machin, pour faire passer l'énergie. Voilà, c'est assez complexe. Mais une fois qu'on a bien maîtrisé, c'est vrai que c'est zen, c'est passionnant. Le dernier, c'est le massage Tuina. Le massage Tuina, c'est un massage qui est assez vigoureux, on va dire. On appuie sur des points, ça se rapproche un petit peu du shiatsu, le shiatsu qui est japonais. Et c'est des exercices voilà, où on va pas, c'est pas du massage comme tout le monde peut connaître, hein, c'est pas du massage j'allais dire du papouille, mais c'est pas de relaxation, voilà. C'est plus, c'est des massages où on va travailler avec le coude, on va travailler avec le poing pour travailler, pour s'entraîner pour faire ce mouvement-là. Au départ, par exemple, ils s'entraînent avec des sacs de riz. Voilà, tant que le mouvement n'est pas parfait, on ne peut pas passer sur le corps d'une personne. Voilà, c'est ce type d'exercice. Là, oui, là c'est le Qigong qui s'appelle les 8 pièces de Broca, pour les gens qui connaissent un petit peu. C'est 8 mouvements qui s'enchaînent pour avoir une forme globale, une forme un petit peu générale. C'est un Qigong qui est très ancien. Alors au départ, il y avait 12 mouvements, puis avec la crise, ils en ont enlevé 4. Je sais pas pourquoi. J'ai pas réussi à retrouver les images des 4. Ils ont dû juger qu'en fait, c'était au niveau de la globalité de la personne, c'était pas nécessaire. Alors un petit peu d'histoire, je vais vous assommer avec l'histoire de la Chine. À l'origine, quand je dis que la médecine chinoise date de moins 3000 ans, c'est parce qu'en fait les premiers écrits datent de moins 2697 avant Jésus-Christ. C'est la première trace que l'on trouve, et c'est un livre qui est encore d'actualité, c'est-à-dire que quand on commence d'étudier la médecine traditionnelle chinoise, on travaille sur les extraits de ce livre. En fait, à l'origine, ce livre, c'est l'empereur jaune, l'empereur Huangdi, qui demande à son médecin de lui expliquer ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise. Donc, en fait, ce livre, c'est un descriptif. Alors, le médecin va commencer à lui expliquer, ben voilà, tu vas attraper un rhume, et puis le rhume, si tu le soignes avec telle ou telle plante et tel point d'acupuncture, ben ça va passer. Si tu ne le passes pas, si tu ne soignes pas, ben le rhume, il va aller un petit peu plus profond dans le corps, et donc il va atteindre tel ou tel organe. Donc après, pour soigner tel ou tel organe, il va falloir telle ou telle potion et tel ou tel point d'acupuncture. Et au fil du descriptif du livre, la personne à la fin ne se soigne pas du tout, donc à la fin meurt quasi. Donc dans tout ce périple, en fait, il décrit exactement toutes les pathologies et tous les problèmes qu'il pouvait rencontrer à l'époque. Donc c'est vraiment un texte fondamental de la médecine chinoise. Après, au fil des siècles, ça a été complété, ils ont rajouté d'autres points, ce qu'on appelait des points d'expérience, par exemple, où ils se sont aperçus que des maladies modernes pouvaient être soignées avec tel ou tel point qui n'était pas connu à l'époque. Alors pour vous donner un petit peu, moins 3000 ans avant Jésus-Christ, je ne sais pas si ça vous parle beaucoup, on n'était pas tous nés à cette époque-là. Donc je vous ai montré voilà, l'empereur Huangdi, c'était sa petite maison personnelle. C'est une reconstitution de l'époque, donc en moins 3000. Donc voilà, eux ils avaient cette civilisation-là. À l'époque,
Ça, par contre, ça vous parle peut-être un petit peu plus, l'histoire des pyramides. Donc à la même époque, voilà, c'est la première pyramide de Saqqara qui était construite. Donc c'était le début des pyramides en Égypte, avec Imhotep. Le fameux Imhotep était architecte, mais il était aussi également médecin. On retrouve des textes de l'époque aussi. Et en France, on en était là. On en était à la sédentarisation, et puis on commençait de pratiquer un peu l'agriculture. Voilà, pour vous donner un petit peu les... Alors je ne sais pas si leurs aiguilles étaient en pierre ou en os à l'époque. Voilà, c'est pour remettre un petit peu les idées en place. Voilà, et en France, la médecine chinoise est arrivée grâce à M. Soulier de Moran. Et il a fait les premières traductions des livres chinois qui datent à peu près de 1920. Donc vous voyez qu'en France, cette médecine est vraiment récente et moderne en fait. Pour information, le livre que M. de Moran a sorti, on ne l'utilise pas en école parce qu'il y a beaucoup d'erreurs en fait dans les traductions. Donc, traduire un livre je ne sais pas si vous avez des gens, je ne sais pas si vous connaissez un peu le chinois, c'est un peu du chinois. C'est-à-dire que dans une phrase, par exemple, le mot yang a plusieurs expressions en fonction du contenu de la phrase et puis de l'intonation dans la. Si c'est yang, yang, yang. Voilà, il y a plusieurs façons de dire yang et donc plusieurs traductions possibles. Et Soulier de Moran a fait certaines approximations qui sont plus vraiment justes aujourd'hui. Alors, on ne peut pas parler de médecine chinoise sans parler un petit peu de philosophie, donc de taoïsme. Le fameux Lao Tzu, qui chemine à travers le pays et sur son buffle et qui porte la bonne parole. Voilà, ça c'est un petit peu le fondement de la médecine chinoise, c'est-à-dire qu'à l'époque, l'homme était au milieu des éléments, c'est-à-dire des éléments de la nature. C'est-à-dire le symbole qui est représenté ici, là, ça représente le ciel, ça c'est l'homme, bon c'est symbolique, hein. Et puis ici c'est la terre. Donc l'homme était vraiment en connexion avec ces deux éléments, la terre et le ciel. Et quand on travaille par exemple sur le Qigong, voilà, moi je fais, au niveau énergie, je fais connecter les gens un petit peu, sentir, c'est un peu ce passage, cette connexion à ces deux éléments. Lao Tzu, lui, vous voyez, il était vers 570 avant Jésus-Christ, donc c'est bien après les premiers écrits de la médecine chinoise. L'autre personnage important, c'est Confucius, pareil, qui a repris le travail de Lao Tzu et qui a complété à sa façon, qui a rajouté d'autres notions philosophiques. Lui, il était un petit peu, voilà, en 551 avant Jésus-Christ. Vous voyez, on a fait un grand bond en avant par rapport à tout à l'heure. Je vais vous aborder maintenant un petit peu plus de théorie de la médecine chinoise, le yin et le yang. Vous connaissez tous un petit peu cette notion qu'on appelle le taiji ici. Donc normalement, vous le voyez, généralement il est blanc et noir, mais ça, en fait c'est une approximation. Dans l'ancien temps, il était rouge et noir. Rouge comme le feu, et noir comme la nuit, en fait. Donc dans le travail du yin et du yang, le corps doit toujours avoir une moitié yin et une moitié yang. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir une partie yin et une partie yang. La partie yang, c'est celle qui vous maintient éveillé la journée, la partie yin, c'est celle qui vous fait dormir la nuit. Donc tout simplement, quelqu'un qui aurait du mal à s'endormir, c'est qu'il a, monsieur ou la dame, a trop de yang, et c'est ce yang qui est trop présent, qui l'empêche de dormir et d'aller vers le yin pour le sommeil. Voilà, dans les grandes lignes. À l'origine, en fait, toujours, cette notion de yin et de yang, les Chinois l'ont observée dans la nature. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cet exemple. Vous voyez, par exemple, le soleil qui est ici, donc il va éclairer toute cette partie-là. Donc là, ça va être la partie yang de la colline, alors que de l'autre côté, ça va être la partie yin, la partie ombragée. Et cette notion, vous la ressentez, surtout en ce moment avec la chaleur qu'on a. Si vous êtes dans la rue et que vous avez dans la rue, vous prenez dans la rue avec une partie d'ombre qui est d'un côté et puis une partie soleil de l'autre, et quand il fait 35 degrés, naturellement, qu'est-ce que va dire votre corps? Vous allez traverser la route et vous allez aller à côté yin, côté de l'ombre, pour équilibrer justement votre corps au niveau de la température. Inversement, l'hiver, vous allez avoir, quand il y a un petit peu de soleil, vous allez aller du côté soleil. Voilà, les notions de corps dans votre corps vont être exactement identiques.
Quelqu'un qui a trop de yin, c'est quelqu'un qui a du mal à se lever, qui a du mal à ouvrir les yeux, qui est un peu mou, qui a du mal à avancer. Voilà. Quelqu'un qui a trop de yin et moins de yang, c'est-à-dire plus d'énergie. Voilà, donc pour séparer le yin et le yang, il y a toujours un opposé. Il y a toujours l'opposé direct, c'est-à-dire le soleil et la nuit, le rouge, le noir, le sombre, le clair, l'été, l'hiver. Ça va même jusqu'au nord et au sud. Hein. Pareil, il y a toujours cette notion-là. Alors, l'homme pour le yang, la femme pour le yin. Plein et vide. Il n'y a pas de relation entre les deux. Et puis voilà, comme je vous disais, quelqu'un de passif et quelqu'un de très actif. Quelqu'un qui a, par exemple, le visage très rouge, mais qui est tout le temps à fond, qui est tout le temps en train de hurler, de gueuler, de partir à droite, à gauche, c'est quelqu'un qui est très yang. Il y a beaucoup de yang. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Hein. L'autre notion importante, c'est ce qu'on appelle les 5 éléments. Donc ces 5 éléments sont liés aux 5 saisons et aux 5 organes principaux et aux 5 viscères associés. C'est une notion un petit peu plus complexe. Donc les 5 éléments de la médecine chinoise qui ne sont pas les mêmes que l'Ayurveda. Donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Voilà. Alors pourquoi, on me demande souvent pourquoi le métal, parce que c'est pas franchement quelque chose de naturel. À l'époque, c'était à l'époque des royaumes combattants, et ils aimaient bien tout ce qui était armes. Donc je pense que ça devait être, pour eux, c'était important cette notion de métal. Voilà. Alors là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de la médecine chinoise. Sachez que maintenant, pour l'instant, on est en plein été. Donc on a la période du feu, je pense que vous avez dû vous en rendre compte. Donc c'est la couleur rouge. Alors cette couleur rouge, on va l'associer par exemple à tout ce qui est diététique, les fruits rouges, les légumes rouges. Donc voilà, c'est le moment de manger tous ces végétaux. Donc l'été, c'est associé au cœur et à l'intestin grêle. Le cœur, l'organe principal, l'intestin grêle, l'organe secondaire. Et puis les émotions, évidemment, c'est tout ce qui est les pensées, les peines de cœur, etc. Donc quand on vous dit que le ventre, c'est le deuxième cerveau, là, vous voyez, on en a la preuve concrète, puisque l'intestin grêle fait partie est en connexion avec le cœur. Bizarrement, les Chinois, dans l'ancien temps, le cerveau, ils ne connaissaient pas. C'est une notion qui est complètement absente des livres. Et eux, tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était pensé, venait du cœur. Le suivant, qu'on appelle la terre, couleur jaune, c'est la rate pancréas et l'estomac associé. La rate, c'est l'organe principal. Ça, c'est plutôt comme il y a 5, vous voyez, il y a 5 saisons. En France, on n'en a que 4. Et celle-ci, c'est une saison qu'on intercale un petit peu entre chaque changement de saison. C'est par exemple ce qu'on va appeler bientôt l'été indien. La rate, elle, c'est l'anxiété, c'est le petit vélo dans la tête. Donc, si vous avez des pensées qui tournent un petit peu à vide, voilà, c'est la rate qui est un petit peu faible et qui vous fait prendre conscience. Voilà, vous avez toujours des pensées qui tournent en boucle. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Ça pompe de l'énergie sur tout le reste du corps. La rate, elle fait la transformation des aliments. Elle transforme les aliments en énergie. Donc, il lui faut elle de l'énergie pour pouvoir transformer ces aliments. C'est pour ça que, par exemple, après manger, certains piquent du nez. Parce que tout simplement, la rate, elle a besoin de beaucoup d'énergie pour faire la transformation des aliments, surtout si vous allez manger une tartiflette ou du reblochon à midi. Donc voilà, il faut beaucoup d'énergie pour pouvoir l'assimiler et transformer en énergie. Donc elle va prendre toute l'énergie du corps, donc le reste va passer en seconde. L'organe suivant, le métal, donc qui est associé au poumon et puis au gros intestin. Le poumon, au niveau émotionnel, c'est tristesse, mélancolie. Donc voilà, c'est lui qui dirige un petit peu ces pensées-là. Et puis le poumon, vous connaissez, hein, c'est lui qui aide à la respiration et il aide aussi à faire redistribuer l'énergie dans tout le corps. Donc là, c'est l'automne. On va arriver vers l'hiver pour le rein la vessie, la couleur bleue. Rein vessie au niveau émotionnel, je ne sais pas, c'est ce qu'il y a de plus simple. Vous avez une idée à peu près de l'émotion? Quand vous avez une grosse peur, des fois vous avez presque vous allez faire pipi sur vous. Voilà, c'est la peur, en fait, simplement. Pour terminer, le printemps, c'est le foie. Je reviendrai le foie parce que c'est quelque chose d'important. Vous embête bien. Foie, vésicule biliaire. Le foie, c'est la colère.
Et la vésicule biliaire, c'est l'esprit de décision, c'est-à-dire les gens qui font un pas en avant, deux en arrière, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça on dit que c'est les gens qui ont une petite vésicule biliaire, parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de décision. Et bizarrement, les gens qui sont opérés de la vésicule biliaire et qui on les a enlevés, généralement, c'est les gens qui ont un bon esprit de décision. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et on parle, à ce moment-là, ça me confirme l'aspect de fonction un peu fantôme. C'est-à-dire la fonction reste, mais l'organe est absent. C'est souvent, on a retrouvé déjà, par exemple, quand il y a des transplantations cardiaques, où les gens changeaient de mentalité, façon de penser, façon de faire. Et voilà, on revient dans cette notion un petit peu d'esprit de chaque organe, en fait. C'est pour ça que les Chinois ne sont pas trop pour, enfin dans la médecine traditionnelle, ils n'étaient pas trop pour le remplacement. Donc, des fois, je sais, on n'a pas trop le choix. Donc voilà, quand le corps fonctionne correctement, on décrit ce fonctionnement-là. L'énergie circule de cette façon-là, correctement. Quand il y a un problème, une émotion par exemple, une grosse colère, vous avez une contrariété, une frustration, une grosse colère, bah, par exemple le foie, lui, il va bloquer l'énergie. Le foie, lui, c'est le ministre, alors que l'empereur, là, il est là-haut, lui, il fait pas grand-chose, enfin, il regarde du haut. Et le premier ministre, en fait, c'est lui qui dirige un petit peu tout l'énergie du corps, alors que le rein, lui, fournit l'énergie, et le foie, lui, la redistribue un petit peu. Et quand il y a une colère, le foie, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va bloquer cette énergie. Le foie, il est sous les côtes, à droite, là. Il va bloquer cette énergie, il va empêcher l'énergie de circuler. Donc à ce moment-là, vous allez avoir un peu les poumons un peu essoufflés, parce qu'il n'y a plus assez d'énergie qui circule. Et souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez commencer d'avoir des aigreurs d'estomac, une espèce de boule ici, ou alors une remontée ici, comme un noyau de prune qui bloque. Bah, simplement, en fait, quand il y a un problème, et que l'énergie est bloquée, il va aller directement attaquer son petit copain en face. Donc ici, la rate et l'estomac. Il va chanter comme ça, l'autre va chanter ici, donc le poumon, lui, sera plus alimenté. Donc il va y avoir des peurs, évidemment. Et voilà, tout va être un petit peu bloqué et pas fonctionner dans le bon sens. Le symptôme principal, ce sera vraiment, voilà, les gens qui viennent me voir, par exemple, pour des erreurs d'estomac, souvent je demande s'ils n'ont pas eu des colères, des choses comme ça qui bloqueraient un petit peu le foie. Voilà comment on arrive à faire un petit diagnostic rapide de soucis de santé. Ça va, c'est assez clair? Alors voilà, j'ai résumé un petit peu les 5 organes, les 5 viscères associés. Les 5 organes, c'est vraiment des organes principaux. Les viscères, on appelle ça, c'est des organes creux, en fait, c'est des tubes, en gros. Bon, vous avez une notion, les Chinois, assez simple du corps, finalement, ça fait un peu cul-de-butos. Avec tout ça, on arrive à faire des bons diagnostics. Et comme je vous dis, vous voyez, le cerveau, là, on le voit un petit peu là, il y a un petit passage ici, mais voilà. C'est vraiment minimum. Alors là, un gros tableau qui vous assomme bien. Voilà, j'ai remis chaque organe, chaque saison, avec des sons, des pensées, des sens, des odeurs, des organes, et puis des choses, des fonctions. Et puis là, voilà, vous retrouvez ici des émotions. Il y a le climat qui est important, voilà. Le froid pour le soir, les saisons, enfin les heures aussi par rapport au yin et au yang. Vous voyez, à midi, c'est la période où on a plus d'énergie. Le rire, le chant. Alors, j'ai pas parlé des sens. Également, c'est important. C'est quelqu'un qui viendrait me voir, par exemple, pour un problème d'œil. L'œil, en fait, c'est associé au foie. Souvent, les gens qui ont les yeux rouges, un peu l'impression de sable, c'est qu'il y a de la colère. Les gens, souvent, qui ont de la colère, ils ont les yeux très rouges. Le nez, évidemment, c'est associé au poumon. La bouche, associée à l'estomac, rate-estomac. Le plus compliqué à penser, c'est les oreilles. Les oreilles s'associent au rein, en fait. Et d'où, tout à l'heure, je parlais des acouphènes et des problèmes d'oreilles. Voilà, c'est souvent une faiblesse du rein, souvent avec un petit blocage aussi du foie qui passe par là. Ça va? Alors, on ne peut pas parler de médecine chinoise sans parler d'énergie, l'énergie qui traverse le corps. Les Chinois disent que sans énergie, le sang ne pourrait pas circuler dans les vaisseaux. Donc pour eux, c'est une notion qui est vraiment primordiale, qu'on appelle le prana en médecine ayurvédique.
la notion du chi, donc c'est vraiment très important. Et le symbole qui veut dire chi en chinois, c'est simplement, en fait, quand on décompose chaque symbole, à l'origine, il était quelque chose c'était un dessin qui représentait quelque chose, en fait, les symboles chinois. Et là, ici, par exemple, ça représente des graineries qui sont en train de cuire, et ça représente la vapeur qui s'échappe ici. Et cette vapeur représente justement l'énergie, le chi. C'est pour ça que le riz chez eux est important, parce que ça apporte beaucoup d'énergie. Je vais aborder maintenant une autre notion qui s'appelle les méridiens. C'est-à-dire que cette énergie, ce chi, va circuler le long de certains méridiens, et chaque méridien est associé à un organe. Donc il y a à peu près 12 méridiens principaux, plus 8 méridiens qu'on appelle extraordinaires, qui empruntent les chemins des autres méridiens, à part deux méridiens principaux. Voilà, là je vous ai représenté les méridiens, comme par hasard, du foie, suivant les dessins de l'époque. Donc on voit le méridien et puis tous les points qui sont associés, qui s'arrêtent le long ici, jusqu'à terminer sous les côtes. Souvent les gens qui ont une problème de foie, on appelle ça des douleurs des hypochondres, souvent c'est des douleurs sur le bas des côtes, c'est parce que c'est la fin du méridien. Et chaque méridien commence, il y en a un qui commence à un doigt et l'autre finit à un doigt. Donc en France on a des numéros pour nommer les points. Donc voilà, il y a un point, le point numéro 1 qui commence, et il y a le point de fin d'autres méridiens. Et chaque méridien est interconnecté dans les mains et dans les pieds. Par exemple, en Qigong, quand je fais des automassages, voilà, on va commencer, le matin par exemple, vous vous réveillez, vous pourrez faire ça. Vous massez de chaque côté de l'ongle en fait. Voilà, vous massez comme ça, vous faites un petit tour. Si vous êtes feignant, vous n'avez pas le temps, vous faites ça. Parce que voilà, il y a 3 méridiens yang qui arrivent ici et 3 méridiens yin qui arrivent ici. Donc en faisant ça, vous travaillez sur tous les 6 méridiens qui traversent la main. Vous pouvez faire la même chose pour les pieds, c'est moins pratique, surtout en voiture ou au boulot. Donc voilà, sur les pieds, on retrouve la même chose, mais ce n'est pas les mêmes méridiens, c'est les méridiens qui montent du bas du corps et qui vont sur le haut du corps, jusqu'à la tête. Quoi dire d'autre je développerai tout à l'heure. Alors voilà, j'ai mis un petit dessin, je ne sais pas si c'est très visible, où j'ai mis en gros les passages de chacun des méridiens associés aux méridiens, aux organes et puis aux viscères, avec les couleurs bleues et rouges pour les viscères, et bleu pour les organes. Vous voyez que tout est interconnecté, quand il y en a un qui arrive, l'autre part. Voilà, ça fait un tour complet. Les Chinois ont déterminé que l'énergie passait dans le corps en une quarantaine de minutes. Donc moi, quand je fais un soin, je laisse les aiguilles 40 minutes, le temps que le circuit se fasse complètement. Alors la notion que je n'ai pas donnée, c'est chaque organe a 2 heures qui lui sont propres dans la journée. Et là, je les ai notées. Au hasard, est-ce qu'il y a des gens qui se réveillent entre 1h et 3h du matin? C'est l'heure du foie, c'est la colère qui vous réveille. Entre 3h et 5h, c'est l'heure du poumon, c'est la tristesse mélancolique. Voilà. Alors ça c'est une bonne question. C'était un grand débat avec mes professeurs pour savoir quel était l'horaire, si c'était l'heure d'été, l'heure d'hiver, l'heure de Chine. En fait c'est l'heure, j'allais dire l'heure fonctionnelle, c'est-à-dire que c'est l'heure à laquelle vous avez l'habitude de manger, de dormir, tout simplement. Le corps s'habitue, comme je vous le disais au début, le corps travaille avec la nature, normalement, et quand vous avez des horaires de manger par exemple à midi, voilà, vous synchronisez par rapport à cette heure-là. En fait. Alors, dans la médecine traditionnelle, on dit que voilà, si vous avez un problème de foie, par exemple, donc entre 1h et 3h, puisque c'est son heure, si vous voulez soigner ce foie, il faudrait que je vienne chez vous et puis faire une séance d'acupuncture entre 1h et 3h pour que ce soit plus efficace. Je m'abstiens généralement, parce que j'aime bien dormir aussi. Voilà, je vous ai mis des planches chinoises de tous les points du corps. Alors il faut savoir, là il représente qu'une moitié, tout est symétrique en fait. Chaque méridien, il y a les méridiens qui partent des mains, il y a la symétrie à gauche et à droite. Sachez que par exemple le corps il est divisé, pour le yin et le yang, il est divisé en plusieurs parties, toute une histoire de référence. Si vous prenez la référence de la ceinture, le haut du corps sera yang,
et le bas du corps sera yin. Si vous prenez le milieu, le côté droit sera côté yin, côté gauche sera côté yang. Si vous prenez par rapport à l'axe sur les côtés, devant sera yin, derrière sera yang. Voilà, tout est l'intérieur de la main est yin, et l'extérieur sera yang. Chaque fois, il y a une référence yin-yang. Et on peut encore décomposer, encore en deux, etc. Là, vous voyez que bon, ça représente à peu près 400 points. À l'époque, les Chinois, ils aimaient bien les chiffres ronds, ils en avaient compté 365, parce que c'était sympa, c'était poétique, il y en avait un par jour. Puis maintenant, depuis, au fil des siècles, on a trouvé qu'il y avait des points qui sont même hors méridien, qui sont complètement seuls, et qui permettent de résoudre tel ou tel problème. Donc voilà, je vous rassure, je ne fais pas les 400 points systématiquement. Plus on fait de points en acupuncture, moins c'est efficace, parce qu'en fait, on va diluer un petit peu l'énergie dans tout le corps. Et si vous venez pour un problème particulier, il vaut mieux travailler sur ce problème particulier. Donc, en théorie, le moins il y a de points d'acupuncture, le mieux ce sera. Par exemple, j'ai fait j'aide pour accoucher une dame, il y a 4 points suffisent. Ici, puis sur les chevilles, pour aider à accoucher. Pour le retournement du bébé, c'est les 2 petits points qui sont sur l'extrémité des petits orteils. Ça suffit. Il y a un seul point sous le pied. Voilà, vous voyez, sous le muscle du pied, il part comme ça, en deux muscles. Là. Et là, c'est le premier point du rein. Donc le rein, c'est ce que je vous disais, c'est lui qui donne l'énergie au corps. Et ça, c'est un point qui est très important le matin. Si vous avez du mal à décoller, vous pouvez prendre une balle de tennis et puis masser avec ce point-là. Vous faites un pied à la fois, c'est plus pratique. Voilà, je vous ai mis le visage un petit peu plus détaillé pour vous montrer un petit peu l'arrivée et le départ des méridiens qui descendent le long du corps. Et pour vous expliquer aussi le principe de la migraine. En médecine moderne, vous avez une migraine, on va vous donner un cachet, plus ou moins fort si vous avez plus ou moins de migraine. En médecine traditionnelle, on va vous demander où se situe la douleur de la migraine. Et si ça se situe devant, sur le front et sur le sommet de la tête, par exemple, ça sera lié au foie. Si c'est sur les côtés, ce sera la vésicule biliaire. Vous voyez, le dessin du méridien de la vésicule biliaire, il part sur le côté, ici, tout ce qui est jaune, là. Il commence sous l'œil, là, et puis il fait un circuit comme ça, il remonte là, et il repart plus bas, il va allonger le côté. Donc voilà, donc là, on va travailler sur ce méridien-là, en local ou même à distance, c'est là où c'est le plus efficace, au début et à la fin du méridien. Voilà, le méridien du gros intestin, lui, il arrive ici. Là, pour vous donner les histoires je vous parlais de hors méridien, il y a des points très efficaces pour les sinus. Vous voyez, c'est les points bleus, là, ce sont des points hors méridien. Vous voyez, ils ne sont pas sur un trait. Voilà, c'est tous des points qui sont efficaces pour soigner tout ce qui est sinusite, parce que c'est vraiment localisé. Le méridien de l'estomac, il commence sous l'œil, là, comme ça, puis il descend, c'est celui qui est vert, là. Il descend comme ça, puis après il remonte sur le côté. Voilà. Alors un point de lendemain de fête arrosée, par exemple, c'est un point qui est sous l'oreille, c'est le point là, ici, le masser. C'est pas pour vous empêcher de recommencer, hein, c'est pour évacuer, il y a trop plein d'alcool. Il y a un point important aussi, c'est le point vers l'œil, là, qui est ici. C'est le début du méridien de la vessie, c'est le méridien qui est le plus grand dans le corps, il a 67 points. Il part dans le dos, et puis il double dans le dos, il va jusqu'au petit orteil. Et souvent, les gens, par exemple, qui ont des problèmes à l'œil, vont souvent un peu piquer ce point-là. Personnellement, j'aime pas trop le faire, parce que si on pique et qu'il y a un petit vaisseau qui pète, après vous avez une tête de panda le lendemain, c'est pas très vendeur. Mais bon, c'est efficace. Hein. Souvent, je pique le deuxième point, qui est aussi important, ici, et au petit doigt de pied, pour régler les problèmes d'œil. J'ai une dame, une fois, je suis allé pour les yeux, et puis je lui pique le doigt de pied, elle me dit « Mais je vous ai dit que j'avais mal aux yeux. » Oui, oui, mais je vous explique le passage des méridiens. Venez à ma conférence, je vous expliquerai. Voilà, ça c'est la notion de méridien qui passe, qui circule comme ça. Ça c'est un méridien. Et ça c'est le point d'acupuncture, le point d'action. Le but c'est d'arriver avec l'aiguille ou de masser, hein, simplement de masser dans cette zone-là en fait. Hein. Ça fait une espèce de cône qui se réduit ici, qui arrive vraiment sur le point. Le vrai point d'acupuncture est ici en fait. Donc l'aiguille on peut la mettre soit perpendiculaire, soit inclinée, suivant l'endroit du corps où on va poncturer, parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas poncturer perpendiculaire, par exemple. Tous les endroits vers le poumon, on risque
on risquerait un pneumothorax, donc c'est pas top. Donc voilà, on va incliner pour aller chercher le point ici. Après, il y a des notions aussi de sens de l'énergie. Par exemple, le point du poumon, il arrive à l'angle là, ici, le pouce, donc c'est la fin du méridien. Donc le sens de l'énergie va arriver comme ça, puis après il va repartir sur l'autre doigt ici, qui est le 1. Voilà, maintenant je vais vous faire travailler. J'ai beaucoup parlé. Je vais vous montrer quelques points principaux, on va dire. En gros, sur les 400 points, il y a, on va dire, une bonne centaine qui sont toujours utilisés. Et puis, il y en a vraiment 25 qu'on utilise vraiment couramment, qui sont utilisés vraiment régulièrement, un petit peu pour tous les problèmes de santé. Le premier point, je vais vous montrer celui-là. Vous allez masser comme ça ici, contre l'os. Alors souvent, les points d'acupuncture sont souvent assez sensibles. Quand vous appuyez, vous avez l'impression que vous avez un bleu. Vous appuyez comme pour un bleu, en fait. Vous massez des deux côtés. Alors ce point-là, c'est un point du méridien du gros intestin et c'est un point qui est très efficace pour régler tous les problèmes du visage, en général. Mais aussi bien mal de gorge, mal de nez, de bouche, d'oreille, mal des yeux, mal à la tête. Voilà, vous massez ces points-là. Vous appuyez assez fort, il faut que ce soit efficace, pendant 2-3 minutes. Vous pouvez faire ça plusieurs fois par jour, il n'y a pas de surmédicalisation, on va dire. Abcès dentaire, ça marche aussi très bien. Dentaire, voilà, oui, vraiment tout ce qui est visage. Si vous n'avez pas, voilà, si vous êtes en pleine jungle et puis vous n'avez rien sous la main, simplement vous massez ce point-là. Le deuxième point, ici, sur le doigt de pied, bon, c'est un peu moins facile, quoique moi aujourd'hui, avec la chaleur, on a tous des sandales. C'est un point du méridien du foie, le 3 foie, c'est le numéro 3 du méridien du foie. Alors les Français ont donné un numéro, c'est pas très poétique, les Chinois, ils l'ont appelé Tai Chong par exemple. En chinois, voilà, ça a une signification, c'est-à-dire que le point, je vous expliquais que le point avait une action particulière, ben les Chinois ont donné le nom de l'action du point. Donc c'est un point, celui-là, il va calmer l'esprit, c'est-à-dire il va calmer la colère. Les deux associés sont excellents, parce qu'ils vont tous les deux calmer aussi, calmer la colère et apaiser un peu l'esprit. C'est un point, vous voyez, il est entre les orteils, c'est pareil, c'est un point, c'est ceux qui n'ont pas de chaussures fermées. C'est un point qui est un petit peu sensible aussi. Et souvent, quand les gens ont vraiment beaucoup de colère, moi je pique les deux. Je fais que double, je mets double dose. La base de l'orteil. Voilà, c'est entre. Voilà, vous voyez, il y a le gros orteil qui est là, c'est entre les os du premier et du deuxième orteil. C'est comme la main. Juste au début de l'orteil et après sur l'os le plus important. Là. Et au milieu, quand vous appuyez, si vous appuyez avec un peu l'ongle, là vous allez sentir. Le troisième point que je voulais vous montrer, c'est celui-là. C'est côté à l'extérieur de votre jambe, de l'autre côté du tibia, avec un travers de main. On repère des points comme ça, avec, on appelle ça un tsun en chinois, ça veut dire un pouce. C'est la largeur de votre pouce en fait, comme référence de mesure. Donc là, en travers de main, ça fait 3 pouces. Vous mettez sous la rotule, là. Et puis à l'extérieur, vous allez tomber contre l'os. Et là, vous allez sentir, il y a un petit creux qui est un petit peu pareil, qui est un peu sensible. Le point est un peu sensible. Et là, vous pouvez redonner de l'énergie. Vous massez dans le sens horaire pour redonner de l'énergie. Quand vous avez une douleur, vous massez dans le sens inverse. Donc, en appuyant, vous allez sentir, c'est un peu fort. Alors ça, à l'extérieur. Voilà. Alors ça, les Chinois appellent ça le point de l'éternelle jeunesse. Alors tout le monde a... Ça, c'est un grand point de chi, c'est pour redonner de l'énergie si vous êtes fatigué. Et les Chinois, ils utilisent... moi, c'est dommage, j'ai pas amené... Bon, j'utilise l'acupuncture, mais il y a également le bâton de moxa, c'est-à-dire c'est un bâton avec de l'armoise, la plante, parce que ça chauffe très fort. Et ce bâton va chauffer cette zone-là pour redonner de l'énergie avec la chaleur, donc du yang. On va rapporter de l'énergie sur ce point-là pour redonner du tonus à la personne. En plus du point sous le nombril aussi qui est important. Voilà, ça c'est des grands points de tonification. Ça va, vous avez trouvé? Alors, j'ai représenté également le méridien de la vessie. Donc c'est un méridien, vous voyez, qui passe en double dans le dos, là, comme ça. Il est important ce méridien parce qu'en fait il se connecte directement avec tous les organes principaux du corps. Ce
qu'on appelle des points choux en chinois. Et chaque point, vous voyez, il correspond à un organe dans la position. Souvent, quand vous avez un problème, une peine de cœur ou une tristesse, mélancolie, bah, vous avez l'impression d'un coup de poignard dans le dos. Bah, c'est simplement, c'est votre organe qui se met en alerte et puis qui vous dit, bah, là, il faut faire quelque chose. Et simplement, en appuyant sur ces points, vous allez régler le problème. Vous voyez, j'ai remis avec les problèmes principaux de santé et puis les émotions associées pour chaque organe. C'est pour ça que, par exemple, le massage assis est assez efficace, ou le massage classique sur ces organes-là. Un autre organe un autre méridien qui est intéressant sur le dos là, c'est l'intestin grêle qui fait un petit W comme ça sur l'omoplate, puis le gros intestin qui passe ici, un petit peu derrière. Ça c'est un problème de, par exemple les gens qui ont un torticolis, qui ont l'habitude d'une torticolis, ben, on va travailler sur les méridiens de vésicule biliaire et gros intestin qui passent sur cette zone-là. Souvent si vous avez des problèmes un petit peu au niveau gros intestin, voilà, ça peut générer ces problèmes de torticolis. Ça, par exemple, pour le poumon, là, je vais utiliser beaucoup les ventouses aussi, pour régler les problèmes de bronchite, les problèmes de toux, sur le dos, là, sur ces zones-là, justement. Je mets 6 ventouses. C'est très, très efficace. En 2-3 séances, c'est réglé généralement. Il y a eu beaucoup de grippe cet hiver, là, qui se sont transformés en problème de toux, de bronchite, que les gens n'avaient pas résoudre. En 2 séances, c'était réglé avec les ventouses. Alors les notions de yin et de yang, évidemment, sont liées aux saisons. On parlait tout à l'heure, bon, en plein été, là c'est la période du cœur. Donc en plein été, le yang est au maximum, donc le yin est au minimum, et l'hiver c'est plutôt l'inverse. Donc on aura des maladies plutôt yang l'été, plutôt yin l'hiver. Le matin, voilà, les petites notions d'énergie, le matin, le chi, il est un peu en sommeil. Comme je disais, à midi, il est en pleine force. Et là, en cours de l'après-midi, il va décliner pour laisser place au yin, qui vont vous permettre de dormir. Cette énergie est moins forte le soir. Et on retrouve, voilà, le midi est ici, la nuit est ici. J'ai remis les horaires pour ceux qui veulent noter, rapport à vos soucis. Alors si vous endormez pas, c'est une notion plus de yin et de yang que d'organes. Alors le maître-cœur, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur en fait. C'est la protection qui empêche les maladies de pénétrer vraiment dans le cœur, comme c'est un organe un peu important quand même. Triple réchauffeur, c'est une notion... les Chinois ont partagé le corps en 3 parties en fait. Ou en 3 foyers, comme on appelle. Donc le haut avec le poumon-cœur, le milieu avec foie, estomac et puis rate, et puis le bas avec les intestins et puis tout ce qui est vessie. Là, je vous ai mis Ça ne te dérange pas de laisser encore une petite minute, Oui. quelques secondes. Pardon. Merci beaucoup. Des questions? Donc là, en ce moment, on est en pleine... C'est 16 heures. Vous voyez, en pleine vessie, aux toilettes. En pleine période de vessie. Là. Alors en plus, dans la médecine traditionnelle, certains points étaient associés à certaines saisons. C'est-à-dire qu'à l'époque, malheureusement, maintenant c'est un petit peu laissé à l'abandon, ce qui est dommage. On appelait ça la chronoacupuncture, c'est-à-dire qu'on était capable de déterminer, par exemple, si vous aviez eu un accident qui vous avait traumatisé tel jour à telle heure, si vous connaissiez bien les dates, on était capable de calculer avec, au niveau astrologique, astrologie chinoise, quel était l'organe et quel était le point d'acupuncture qui pouvait régler ce problème à cette époque-là. Souvent, quand vous avez un souci, on parle de notion d'un petit peu anniversaire, c'est-à-dire tous les ans à la même époque, boum, vous retombez avec le même problème.
Voilà, en acupuncture, on arrive à remonter le temps un petit peu, puis soigner avec tel ou tel point le problème en fait. Il y a aussi des notions, ils ont refait avec des calculs, maintenant il y a des applications qui le donnent. Vous donnez la position géographique, l'heure et la date, et puis il vous donne le point de la journée. Il y a 2 points que vous pouvez masser pendant la journée pour rester en forme. En fait. Trépé réchauffeur, c'est quoi déjà? Trépé réchauffeur, c'est les 3 parties du corps. Les Chinois ont séparé en 3 parties. Donc, voilà, au niveau organe, le haut, le milieu et puis le bas du corps. Poumon, cœur. En fait, ce méridien-là, c'est un méridien qui est existant, qui permet de travailler vraiment sur toute la partie interne du corps, en général. C'est une notion un petit peu abstraite, hein, c'est pas aussi concret que les organes et les viscères qui sont associés. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Mais je vous ai mis ce que, voilà, c'est une liste qui est apparue en juin 1979, qui a été éditée par l'OMS, l'Office mondial de la santé, pour reconnaître toutes les maladies qui pouvaient être soignées avec la médecine chinoise. Donc c'est non exhaustif, hein. Depuis il y a eu des maladies un peu plus modernes comme le sida, des choses comme ça. Voilà. Bon, après ça je peux pas, honnêtement je pourrais rien y faire. On peut aider, accompagner par exemple tout ce qui est cancer. On peut aider avant, pendant et après, ne serait-ce que par exemple en renforçant tous les organes qui n'ont pas nécessairement besoin de chimie ou de radio par exemple. On va renforcer par exemple les reins principalement, l'énergie. Simplement comme ça, les gens vont éviter de perdre leurs cheveux, tout simplement. Ils vont garder le moral. Voilà, ça c'est des notions qui sont quand même importantes. Mais avec la chimie? Oui, même la chimie, on arrive à... Alors par contre, voilà, ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler en amont, enfin, avant, pendant et puis après le soin. En fait. La chimio, c'est quelque chose qui est très yin. Les gens ont toujours froid, etc. Pendant très longtemps après la maladie. Donc on va réchauffer au maximum. On va redonner du yang, on va réchauffer avec des bâtons de moxa pour justement aider puis aussi à détoxifier le corps et éliminer un peu la chimie. Par contre, on ne pourra pas soigner les tumeurs, etc. Ça, c'est pas possible. Les calculs, par exemple, on peut arriver à les éliminer. Le prof disait qu'on pouvait éliminer jusqu'à des calculs d'1 centimètre, par exemple. Mais bon, par les voies naturelles, donc. Donc voilà, ça c'est toutes les parties, tout ce qui est une maladie nerveuse, musculaire et osseuse. La chimio, par exemple, on parlait de la chimio, par exemple la perte des cheveux. Les cheveux en médecine chinoise sont associés aux reins, d'où l'énergie en fait qui monte. Et quand l'énergie n'arrive plus ou qu'il y a trop de yang, les gens perdent leurs cheveux. Voilà. Sont associés aux os, les reins sont associés aux os, aux dents et aux cheveux. Voilà, principalement. Quelqu'un qui a mal au dos ou mal au genou, ça va être un problème lié au rein, par exemple, une faiblesse du rein. La suite, voilà, tout ce qui est respiratoire, ça on fait plutôt avec les ventouses, les yeux. Alors la myopie, honnêtement, il faut que ce soit pris tout de suite. La médecine chinoise, elle est très efficace quand le problème arrive tout de suite. C'est-à-dire quelqu'un qui a une tendinite et qui vient me voir 2 jours après, je lui fais une séance et puis après c'est réglé, c'est terminé, en une fois c'est fait. Quoi. Si cette tendinite dure depuis quelques mois, quelques années, il faudra plusieurs séances pour résoudre le problème. Le problème de sciatique aussi pendant l'hiver, il y a beaucoup de gens qui ont ça, des lombalgies, etc. Si c'est pris tout de suite, en une séance, c'est réglé. Tout ce qui est problème digestif, évidemment, c'est important, on arrive à bien réguler au niveau du ventre. Les problèmes, je pense que ça va être la suite. Non, c'est pas la suite. Non, c'est pas la suite. Les problèmes gynécologiques aussi, pour les dames, tout ce qui est ménopause, tout ce qui est gynéco, règles abondantes, absentes, douloureuses, ça passe très bien, ça va très vite. Et la thyroïde aussi? Thyroïde, on va travailler sur les surrénales. Il y a beaucoup, j'en fais beaucoup en ce moment de régulation de la thyroïde. Là, c'est une épidémie en ce moment. Ça fonctionne bien. On arrive à réguler, c'est comme la tension. Alors la tension, ça marche, mais il faudrait faire des séances un petit peu régulièrement. Si c'est hypo, thyroïde, oui. Hypo-hyper, on arrive à réguler. Après, il y a
Anne-Laure, en Ayurveda, a des choses pour réguler la thyroïde au niveau simplement de l'alimentation. On peut arriver à faire beaucoup de choses. Je n'ai pas entendu le titre des trucs dividendes, par exemple. La thyroïde. Il y a eu une épidémie après Tchernobyl, enfin dans les années qui ont suivi Tchernobyl, mais bon, maintenant c'est un peu plus loin. Bah ouais, mais j'ai remarqué, moi, là ça fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent, qui m'en parlent en fait, qui me disent ouais, j'ai un problème de thyroïde. Alors c'est soit hypo, soit hyper. Est-ce que c'est le stress global? Ouais, il y a le stress, la pollution, et puis bon, l'alimentation, je pense, hein, c'est important. Des choses qu'il nous faut manger, à mon avis, qui ne sont pas très très nettes. Et puis en pire, je pense. Des poissons fluorescents, des trucs comme ça. Ouais, c'est assez. Bon, les gens stressés, anxieux, angoissés, il y en a de plus en plus. C'est beaucoup. Là, cet hiver, j'ai eu beaucoup de gens aussi déprimés, dépressifs, mais grosses dépressions. Souvent, à la fin de l'hiver, les gens ont moins d'énergie, fatigués, les batteries à plat. Mal de dos, ça s'est traduit comme ça ces dernières années, mais cette année, là, c'était plus carrément déprime et dépression. Alors, je vais vous faire tirer la langue aussi. Donc, ce soir, vous allez rentrer demain matin. Qu'est-ce qu'il y a là maintenant? Dans la langue, on arrive, voilà, quand je viens, voilà, mon soin à peu près dure 1h30. Et donc, je prends une bonne partie pour discuter avec vous et voilà, connaître un petit peu vos soucis de santé passés et présents. Et après, moi, j'ai une méthode pour le diagnostic, c'est entre autres la langue. Parce que dans la langue, on retrouve tout le corps humain. Vous voyez, voilà. Quelqu'un qui a des peines de cœur, le bout de la langue va être très rouge. Quelqu'un qui a beaucoup de colère, les côtés, là, d'ailleurs, la personne a un petit peu de cœur et puis de foie, là, un petit peu sollicité. Le foie, la colère, voilà, les côtés vont être bien rouges. Quelqu'un qui a un problème d'estomac rate, il y aura une grosse fissure au milieu, là. Quelqu'un qui est rein vessie, un petit peu fatigué, rein vessie, il va y avoir du blanc, l'enduit qui va être un peu plus pâle dans le fond de la bouche. Quelqu'un qui est très yang, qui a beaucoup de yang à éliminer, la langue va être très rouge. Quelqu'un qui a beaucoup de yin, la langue va être plutôt pâle, voilà, ce sera plutôt ça. Alors là, vous avez un beau cas de faiblesse de rate. Quelqu'un qui doit être très anxieux. La rate, elle déteste, elle a trois ennemis. C'est le petit vélo, je vous en ai parlé, le sucre. La rate, elle déteste le sucre. Et souvent, les gens qui sont très anxieux, pour se rassurer, ils vont manger sucré. Donc là, ils vont faire encore plus de mal à leur rate. Et puis la troisième, c'est les rétentions d'eau. C'est les gens qui prennent du poids, voilà, mauvaise circulation des liquides, etc. sont liés à un problème de rate. Et là, dans ce cas-là, on le retrouve dans la langue. C'est-à-dire que la rétention d'eau, vous voyez, la langue, elle est énorme par rapport à celle-là, qui est un peu plus yang, on va dire. Voilà, on voit la marque des dents, elle va être gonflée, elle va être blanche, avec beaucoup d'enduit, là. Voilà, ça c'est une grosse faiblesse de rate. Par contre, elle a des belles dents, madame. Il n'y a pas de problème de rein. L'autre façon de faire un diagnostic, c'est de prendre les pouls. Alors, vous pouvez le faire, allez-y. Alors, pour prendre le pouls, vous avez votre pouce qui est ici, vous prenez l'index, voilà, vous tournez comme ça, et vous mesurez, voilà, contre. Voilà, pour prendre. Essayez de sentir un petit peu dans les différents doigts, différents pouls, en fait. Vous voyez que sur la main droite, on va relever le poumon, rate et le rein yang. Et sur la main gauche, le cœur, le foie, et puis le rein fonctionnel, le rein yin. Donc quelqu'un qui a beaucoup de colère, la partie foie, là, votre majeur ici, il va faire des grands bonds. Parce que le foie, il est vraiment en colère, là, donc c'est lui qui va ressortir le plus. Vous arrivez à distinguer les 3 points, celui qui vraiment... À la longue, il faut de l'entraînement. Il faut faire beaucoup de poignées, parce que au début, c'est vrai que c'est pas évident. Et on arrive même à distinguer si une femme est enceinte, on arrive à sentir le pouls du bébé, en fait. C'est assez sympa, ça. Ouais. Dans les premières semaines, premiers mois, on arrive à sentir le pouls de la maman qui est par exemple faible, qui bat doucement, et le pouls du bébé qui est très fin et qui bat plus vite. Les Chinois à l'époque, ils avaient. Alors, je ne l'ai pas noté ici, il y a un 4e pouls. Alors, messieurs, ne le faites pas, c'est le pouls de l'utérus. Donc, vous, ça ne vous apportera pas grand-chose. Et justement, les Chinois à l'époque, ils arrivaient à déterminer, les vieux maîtres chinois, si la femme était enceinte et si c'était un garçon ou une fille. Ouais. Moi, j'avoue que ça, je ne sais pas. Je sais pas faire. Mais voilà, vous le faites en surface. Vous arrivez à sentir en surface. Quelqu'un qui a de la colère va sentir le pouls en surface. Et après, vous le mettez à mi-distance, vous allez ressentir un peu plus, et après, vraiment en profondeur.
Donc il y a 3 étages. Donc il y a 3 poux et il y a 3 étages. Donc en fait, chaque fois, vous avez 9. Vous prenez 9 poux différents à chaque main. Donc ça fait 18 poux au total. Parce que voilà, au-dessus, vous avez l'organe, en dessous, vous avez. Voilà. Et la maladie, je vous parlais de la maladie qui pénétrait de plus en plus. Au début, vous n'allez pas sentir, et après, plus vous allez aller en profondeur, plus vous allez sentir. Quelqu'un qui est très fatigué, le pouls, on ne le sentira pas, il ne sera pas fort. Il sera très fin, très profond. Il faudra aller chercher très profond, et vous allez sentir vraiment fin. Quelqu'un qui a un problème de rate, quelqu'un qui a des rétentions d'eau, etc., le pouls, il va être glissant, c'est-à-dire vous allez sentir un peu comme une vague qui passe comme ça. Quelqu'un qui est très tendu, le pouls, il va sauter en accordéon, c'est-à-dire les 3 pouls vont sauter en même temps. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive à déterminer. Alors le but d'une séance de médecine chinoise, c'est d'arriver à la fin à ce que tous les pouls fonctionnent paisiblement et en même temps. C'est-à-dire que tous les organes aient de l'énergie en fait. Donc là, ils vous ont symbolisé les différents types de pouls qu'on peut trouver. C'est assez chinois, hein, j'avoue que à déterminer, c'est pas évident. Voilà, je vous ai mis un petit peu une aiguille. Ça, c'est une aiguille qui est très belle, qui est torsadée, avec l'énergie qui circule. Voilà, je vous montre un dessin que je trouve assez bien, parce qu'en fait, il montre le travail de l'aiguille. C'est-à-dire que quand on pique une aiguille, on ne va pas faire, pique l'aiguille, on est sur le point, on est content. Il y a un travail énergétique qui se fait, c'est-à-dire qu'on va tonifier, on va redonner de l'énergie, ou on va en enlever si vous avez une douleur. Donc là, on voit bien l'énergie qui va circuler, qui va faire une espèce d'onde de choc sur le corps. Je dis toujours en exemple, par exemple, quand on pique, c'est un petit peu comme si on pêchait, c'est-à-dire on va envoyer l'hameçon et l'énergie va attraper l'hameçon, c'est-à-dire attraper l'aiguille. L'énergie va accrocher l'aiguille, c'est ça qu'il faut ressentir au niveau de l'action de l'aiguille. Et au fil du temps, au fil de la séance, au bout des 40 minutes, l'énergie va recirculer, donc l'énergie va relâcher l'aiguille, et puis l'aiguille, le corps va relâcher naturellement l'aiguille vers le haut. Souvent, à la fin de la séance, on enfonce des fois 2 cm l'aiguille, et à la fin de la séance, il n'y a plus que 2-3 mm, parce que le corps a relâché, le corps s'est relâché, l'aiguille ressort naturellement. Ça arrive même que l'aiguille tombe, hein, ça peut arriver aussi. Voilà, je vous donnais des exemples un petit peu des outils qu'on utilise, les aiguilles classiques. Sur le visage aussi, par exemple, je pratique le lifting par acupuncture, où on travaille sur les rides. 2 techniques, c'est-à-dire une chinoise où on travaille sur chaque ride. Une autre technique qui est coréenne, c'est un professeur coréen qui nous a appris ça, où on travaille sur tous les muscles du visage pour un petit peu reformer le visage. C'est-à-dire quelqu'un qui a des joues creuses, on peut travailler sur les muscles pour repulper les joues. On va repulper, par exemple, remonter la fermeté des joues, par exemple. Les rides du lion, par exemple, là, c'est les sillons. C'est un petit peu plus long, c'est plus difficile, il est plus profond. Là, les fameuses ventouses, que beaucoup de gens connaissent, parce qu'en France, ça a été utilisé longtemps. Et puis le fameux bâton d'armoise. On va chauffer, l'armoise, c'est une plante qui chauffe très très fort, jusqu'à 700 degrés, je crois. On va amener ce bâton vers une zone, vers un point pour... alors soit, si c'est une douleur, par exemple une tendinite, on va travailler avec une aiguille plus le bâton. Soit pour retonifier, comme le point ici, là, on va remettre de l'énergie. Voilà, je vous ai remis les points avec les explications, celui qu'on a vu tout à l'heure. Le fameux... voilà, ils appellent ça le 3000 du pied. Bon, c'est pas très parlant, mais voilà, pour eux, c'est 3000. Une notion de 1000, ça veut dire que c'est le point le plus important. Celui-là. Le point, voilà, le gros intestin. Ils sont très poétiques, hein, c'est la vallée qui se rencontre. Ah, il y a un autre point, un point que je vais vous montrer tout à l'heure. Voilà, le point du pied, je vous parlais, le point principal du rein qui fait monter l'énergie dans le corps. C'est un point, par exemple, à masser quand les gens tombent dans les pommes. C'est le point ici. Puis il y a le point le plus efficace pour ranimer quelqu'un qui tomberait un petit peu, qui fait des malaises vagos, c'est ça? C'est d'appuyer ici, sous le nez. Il faut appuyer très très fort avec l'ongle. Et ça réveille bien. Généralement, quand on met une aiguille, là, on fait passer sous le nez, là, effectivement, ça réveille. Alors voilà, c'est celui-là que je voulais vous faire faire. Enfin, ça, c'est un grand point pour les gens qui ont du mal à s'endormir. C'est un grand point yin. C'est-à-dire, ça va ramener du yin pour vous aider à vous endormir le soir.
Parce que ce point-là, il va regrouper 3 méridiens yin. C'est-à-dire, voilà, il y a 3 méridiens qui passent, ils vont tous passer par ce point-là, vont remonter le long du corps. Alors, pour le repérer, vous allez vous mettre le petit doigt le long de la malléole, vous voyez la malléole interne, ici. Voilà, interne. Et vous allez descendre avec l'index jusqu'à trouver la fin de l'os, là, vous voyez. Vous allez sentir un petit creux sur l'os. Et vous appuyez assez fort dessus. J'appelle ça le point mobilette parce qu'on peut le faire avec les pouces comme ça, on shiatsu. Voilà, à l'intérieur, voilà, à travers deux mains, comme ça, puis vous descendez, puis vous appuyez. Si vous ne faites pas aïe, c'est que vous n'êtes pas dessus. Là, vous êtes sur l'os. Oh, vous n'avez pas besoin de... Ça va? C'était à l'oreille qui faisait ça, Ça, c'est un grand point. J'ai acheté aussi. C'est un point de la rate. Si vous êtes anxieux, allez-y, massez ce point-là. Vous pouvez même masser en montant le os du tibia. Là. Quand le tibia s'incline vers l'arrière, là vous appuyez, c'est pareil, à l'intérieur. C'est un grand point qui fait mal. Ça. Pour le drainage, pour drainer les gens qui ont des rétentions d'eau, par exemple. Comment ça se fait que tous les fois où vous mettez le toucher, ça fait mal? C'est comme ça qu'on les repère. Alors, je rappelle que la médecine chinoise est une médecine douce. Ah oui. Et c'est des points un peu sensibles, c'est des points d'acupuncture, c'est justement comme ça qu'on les reconnaît un petit peu. Et en général, quand il y a une douleur quelque part, quand c'est trop douloureux, il y a des gens qui n'ont pas eu de douleur quand j'ai appuyé. Quand c'est une douleur, c'est qu'il y a un petit blocage de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle est bloquée, qu'elle circule mal. Donc en fait, le but, c'est soit on y met une aiguille, soit on appuie un peu plus fort pour libérer et faire recirculer. Ouais, le point du poumon, si vous avez des problèmes de bronchite, vous avez la clavicule qui descend ici, l'os, là, plus proéminent. Vous longez la clavicule jusqu'à rencontrer l'os de l'épaule. Voilà, vous êtes dans un creux, puis vous descendez légèrement sur le muscle. Là, c'est pareil, vous pouvez masser ce point-là pour vous aider au niveau pulmonaire. Monsieur, il a un problème de poumon, là, au fond. Voilà, l'autre point, c'est le point extrême, c'est celui du pouce. C'est la fin du méridien du poumon, celui-là, c'est le début du méridien du poumon. Voilà, vous massez ce point-là. Alors, ce point-là, si vous êtes dans la jungle et puis que vous avez de la fièvre et que vous n'avez rien d'autre pour soulager, pour résoudre la fièvre, vous piquez ce point-là, vous faites saigner un petit peu le point qui est à l'angle ici. Tracez un trait horizontal et vertical. Et dans le point ici, extérieur, vous faites saigner, puis vous appuyez un petit peu pour faire couler le sang. Au début, le sang, si vous avez de la fièvre, il va être noir. Et à la longue, au bout de quelques gouttes, hein, pas des litres, et le sang va devenir rouge et la fièvre va tomber, en fait. Voilà. C'est un peu plus barbare, mais c'est efficace. Voilà, alors justement, avec la chaleur, là, c'est un point thermostat, comme j'appelle, c'est pas le nom chinois. C'est pour réguler la température du corps. Si vous avez vraiment un petit peu de sensation, un peu de chaleur, en massant ce point-là, c'est un point du gros intestin. Vous voyez le pli, là, vous appuyez vraiment sur la partie supérieure du muscle. Voilà, il y a l'os, et puis c'est vraiment juste avant, c'est vraiment sur le pli. Vous pliez le coude, et vous voyez, il y a un pli comme ça qui se crée, là, voilà, vous appuyez, il va être sensible, hein, de toute façon, c'est pareil. Si vous êtes dessus, c'est que... Et après, il y en a un qui est le suivant, qui est un petit peu plus bas. Et à peu près ici, là, si vous appuyez là, c'est pareil, il va être sensible. Ça, c'est le gros intestin. Si vous avez des soucis intestinaux, par exemple, constipation, diarrhée. Diarrhée, c'est lié à la rate. Voilà. La rate et le foie, c'est souvent les deux organes qu'on va soigner en France. Hein. C'est les plus sollicités. Entre autres, la rate pour les descentes d'organes, pour la fermeté, les gens qui ont tout le temps des œdèmes, qui sont tout le temps des bleus. On dit que la rate, elle maintient elle maintient le sang dans les vaisseaux, elle maintient la fermeté des vaisseaux sanguins. Voilà, je vais résumer un petit peu les points qui arrivent sur les mains. Voilà, les surrénales, par exemple, on parlait de la thyroïde, surrénale, lymphatique. Si vous avez problème de gros intestin, vous massez ce point-là, l'index.
petite fleur n'est pas obligatoire. Ça marche aussi sans la fleur. Ouais, c'est une bonne idée. Mais elle n'est pas gonflée. Ouais, je vous ai montré, voilà, je vous montre aussi quelques points. Les points un petit peu principaux, voilà, principe de presse. Bon, j'espère que suite à ma conférence, il n'y a pas de gens qui vont avoir des idées de suicide. Voilà, ça, c'est un grand point d'énergie, hein. C'est un grand point qu'on utilise pour retonifier. Dépression sur le plexus, là, ici. À mi-distance entre le plexus et puis le nombril, à mi-distance, c'est le problème d'estomac. Comme vous appelez, des fois vous avez mal après un bon repas. Alors, les Chinois ils disent que pour bien digérer, il faut masser 300 fois comme ça avant de manger. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Des soupirs, chagrins, voilà, un point du cœur, c'est un point à l'angle ici, là, à l'angle du poignet. Ici, en bas, là, c'est quoi? Voilà. Ça c'est pour les problèmes un petit peu de peine de cœur, pour les problèmes de cœur, c'est le méridien du cœur qui passe ici. Non, ici. Moi j'appelle ça le point cocotte minute. C'est un peu la soupape pour calmer l'esprit. Voilà, c'est le point qui est. Quand vous avez en référence, vous pliez l'oreille, là, puis vous montez sur la pointe comme ça, jusqu'en haut, comme ça, vous arrivez. Et c'est le premier des vers quand vous avez le crâne, puis quand il commence à partir vers l'arrière, là, voilà, vous êtes sur le point. Celui-là, il n'est pas trop douloureux. Pour une fois. Ça fait le lendemain de fête. Bon, page blanche. Non, c'est pas une page. Non, c'était pas. C'était une autre. Voilà. Voilà, je vous laisse mes coordonnées. Vous avez des questions, et voilà, par mail. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Alors, une petite, pour terminer, petite parole de Lao Tzu que je trouve très juste. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Voilà, merci bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que je suis dans les temps. Des questions? Les aiguilles, elles sont en quelle matière? Elles sont en... Alors, je vais revenir peut-être en arrière. La partie qui pénètre dans le corps est en inox, c'est de l'inox chirurgical. Le manche, lui, c'est du cuivre torsadé. C'est dommage, j'aurais dû en amener, je n'ai pas ici. Voilà, c'est du cuivre torsadé. Et maintenant, les techniques modernes, celles que j'utilise sont des jetables à usage unique, qui sont sous blister spécial, stérile. À l'époque, ils utilisaient toujours les mêmes. Il y a même des anciens qui donnaient les aiguilles puis disaient la séance suivante, revenez avec vos aiguilles. Bon, maintenant on évite, quoi. C'est l'histoire, tous les problèmes de santé. Alors ça, c'est les versions chinoises, il n'y a pas beaucoup de fabricants. Hein. Les versions coréennes, elles sont toutes en inox. Et puis celle que j'utilise pour le lifting, c'est pareil, c'est de l'inox pour la partie aiguille. Et puis du plastique pour la partie manche. Parce qu'on ne travaille pas de la même façon. On n'a pas besoin de l'énergétique, le cuivre est conducteur, donc voilà, on a besoin d'envoyer de l'énergie ou d'en retirer. Je sais qu'il y a, par exemple pour le lifting, il y en a qui font de la publicité avec des aiguilles en or. Honnêtement, c'est marketing, ça n'apporte rien du tout. Sauf qu'elles sont plus chères en plus. Voilà. Et maintenant, les aiguilles, pour que ça fasse moins mal, certaines, elles sont enrobées, l'aiguille est enrobée un peu de silicone pour aider à transmettre, à pénétrer plus facilement. Voilà. Après, il y a du Made in China, hein, donc il faut faire attention. Il y a des marques qui sont bonnes et d'autres, c'est des pioches. C'est même des harpons. On avait mis une fois, à l'école, on nous avait acheté des aiguilles d'une certaine marque. Et on avait du mal à piquer, puis les gens avaient mal en se faisant piquer. Mais c'est pas normal. Donc on a pris un coton, on a mis le coton le long de l'aiguille, et puis on a vu les morceaux de coton qui s'accrochaient sur l'aiguille. Voilà, ça c'est pour déterminer un petit peu la qualité de l'aiguille. Donc il y a vraiment de tout. Oui. Oui.
Est-ce qu'en acupuncture, vous pouvez déceler des zones particulièrement touchées après les vaccinations? Les parties du corps particulièrement touchées, ou est-ce que c'est variable? Oui, c'est vrai qu'on est dans le domaine de la vaccination aujourd'hui. Ce que je fais, moi, souvent, c'est... alors, il y a des points pour détoxifier, par exemple, pour éliminer un petit peu les effets, enfin, les produits. Des zones... oui, il peut y avoir des zones, par exemple, de l'épaule qui ont été souvent, on va déterminer, par exemple, des lourdeurs dans le bras, des énergies qui sont différentes. On arrive à déterminer des énergies différentes à droite et à gauche. Le corps va réagir différemment. Et les gens, par exemple, quand on va piquer, par exemple, on pique un point à gauche, les gens vont rien sentir. On va piquer à droite, ils vont faire un bond. Et pourtant, c'est exactement le même point. Ils vont dire, j'ai plus mal à droite. Et tout le côté droit va être plus sensible. Donc après, on a des petits protocoles pour rééquilibrer un petit peu ça. Droite-gauche, haut et bas, au niveau des aiguilles. Là, on va travailler sur des méridiens, ce qu'on appelle, moi, ce que j'aime bien travailler, les méridiens extraordinaires. C'est-à-dire qu'avec simplement 4 aiguilles, on va travailler sur 8 méridiens d'un coup pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Et on va redonner de l'énergie, c'est-à-dire le corps a de l'énergie, mais souvent il est bloqué par tel ou tel problème, entre autres la vaccination par exemple. Et je donne toujours l'exemple d'un barrage, c'est-à-dire le corps va stocker l'énergie derrière le barrage, et avec ces 4 points, on va rouvrir les vannes et redistribuer l'énergie. Souvent, au niveau du pouls, on le sent tout de suite. Dès qu'on a piqué les 4 points, automatiquement, le pouls va être plus fort et plus régulier dans tous les organes. Après, au niveau de chaque... après, on peut réguler, par exemple, suite à un problème lié à un problème de vaccination, ou par exemple d'AVC, par exemple. On va pouvoir relancer un peu la machine, c'est-à-dire les gens qui auraient un bras bloqué, un bras ou un côté, ou une paraplégie, par exemple, du visage. J'ai vu le cas, par exemple, d'une dame qui avait l'œil qui était un petit peu bloqué, la bouche, elle ne pouvait même plus boire correctement parce que ça coulait. Et au fil des séances, elle a pu retrouver sa voix, elle a pu reparler, puis reboire et remanger correctement. Il faut que ce soit pris tout de suite, par contre. En Chine, les AVC, ils soignent intensifs aux aiguilles pendant 10 ou 20 jours. Les gens, ils repartent après, comme vous et moi. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Et mes professeurs chinois se demandaient pourquoi en France, on ne fait pas ça. Le plus urgent, enfin, ce qui est le plus important, c'est de prendre vraiment tout de suite. Et je pense que pour les vaccinations, j'ai pas eu le cas des enfants, parce qu'il y a souvent des problèmes chez les enfants après les vaccinations. Les enfants, ils réagissent super bien, alors, aussi bien dans le côté négatif que positif, c'est-à-dire qu'ils vont réagir très fort au vaccin. Mais par contre, l'acupuncture, ils vont réagir très bien. Il suffit de 2-3 points pour eux, hein. Même des fois massés. Et ça va relancer, ça va retonifier tout de suite, alors qu'un humain, un adulte, il faudra plusieurs points ou plusieurs séances. L'enfant, lui, il ne se pose pas de questions, il dit, bah voilà, je vais te piquer, tu vas voir, ça va te redonner de l'énergie et tout. Il dit, ouais, ok. C'est assez incroyable. Après, je repense au niveau... j'ai pas d'autres exemples au niveau vaccination. Part qu'il faut éviter. Par exemple, pour un adulte qui veut être infirmier ou infirmière, qui doit se faire vacciner obligatoirement contre l'hépatite B ou les autres vaccins éventuellement pour faire la profession. Est-ce qu'il y a moyen de faire un travail avant? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avant alors de cette personne? S'il n'y a pas d'autres solutions. Oui, s'il n'y a pas d'autres solutions. Nous, ce qu'on dit, j'ai pas parlé ici des notions de chi, notion d'énergie. On va renforcer l'énergie défensive, en fait. Parce que je ne vous ai pas parlé, mais je vous ai parlé de chi de façon générale, mais dans le corps, il y a plusieurs chi, en fait. Et on a principalement ce qu'on appelle le chi défensif, c'est-à-dire c'est lui qui va nous empêcher d'attraper la maladie. Les Chinois, ils parlent de perversité, carrément. Ce chi défensif, il va empêcher la maladie d'arriver. Si vous avez un bon chi défensif, il va pouvoir contrecarrer les problèmes, entre autres les vaccins, puisqu'on inocule en fait la maladie. Hein. À l'origine, les Chinois, c'est eux aussi qui ont inventé un petit peu cette notion. Ils ont fait dans l'ancien temps, ils avaient déjà la notion de vaccination, c'est-à-dire ils avaient remarqué qu'en donnant un petit peu de virus, ça renforçait les défenses immunitaires et le corps pouvait combattre. Ça, il l'avait déjà inventé il y a quelques milliers d'années. De façon naturelle. Il respirait en fait. Comment? Il respirait en fait des substances, c'était pas... Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Puis même avec une saignée aussi, il le faisait. J'ai vu des anciens tableaux où il le faisait aussi comme ça. Et ils avaient déjà cette notion-là. Mais par contre, eux, ce qui
ce qui était important, c'est que la personne doit être en bonne santé. C'est-à-dire qu'il faut que la personne puisse réagir positivement, c'est-à-dire fabriquer les anticorps. Si une personne est fatiguée et malade, et qu'on lui injecte quelque chose, automatiquement, le type perverse va pénétrer, et puis va aller très profond, et puis là, ça va déclencher une fameuse grippe ou autre. Hein. Donc voilà, les Chinois, eux, ils ont la notion de fabrication de chi défensif important pour contrecarrer ces problèmes. Voilà. Il y a toujours... J'avais entendu parler du point de l'envie, là. Oui. C'était le point de l'immunité aussi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est un point qui va renforcer le chi. Donc voilà, on revient sur le chi défensif. Donc ça va aider justement à protéger le corps des invasions, en fait, qu'elles soient externes ou internes suite à une injection. Les Chinois, ils ont la notion, par exemple, de vent. Donc on n'a pas, nous, par exemple, les gens qui ont Parkinson, eux, ils prennent ça comme du vent, parce que c'est quelque chose qui circule, qui fait une bourrasque dans le corps, donc des tremblements. Pour eux, ils associent ça à du vent. Et il y a 2 points, par exemple, ici, ils appellent ça la porte du vent, d'ailleurs, en traduction. Voilà, c'est 2 points qui sont sous la base du crâne, là, quand vous remontez. Voilà, c'est 2 points importants pour lutter contre le vent, en fait. Et les Chinois disent qu'il vaut mieux se prémunir du vent que du froid et du chaud. Quand vous avez un vent chaud ou un vent froid qui est, par exemple, en ce moment, il vaut mieux se protéger du vent que de la température. Parce que le vent, lui, va ouvrir les pores de la peau et il va laisser rentrer la perversité, que ce soit froid ou chaud. Donc il vaut mieux mettre une petite écharpe, un petit voile, pour se protéger. C'est dans cette zone-là du vent, en fait. Voilà, tout simplement. Après, il y a d'autres techniques pour les vaccinations, en homéo ou en argile, etc. Voilà. Mais voilà, en médecine chinoise, on va plutôt renforcer le chi pour éviter d'être perturbé par toutes ces saloperies. Ouais, c'est quoi c'est que... Je me demandais une question. En Chine, actuellement, ils ont une dictature vaccinale également. Ils vaccinent les Américains et les Européens. C'est la médecine occidentale, ce soir-là, qui s'impose. Il y a aussi des gros profits quelque part, et puis le régime veut que tout le monde. Donc les médecins n'ont plus de liberté depuis qu'ils c'est pour ça que je parle de médecine traditionnelle, parce que ça n'a plus beaucoup de choses à voir avec la médecine moderne actuelle. Même la médecine chinoise traditionnelle a évolué vers l'allopathique. C'est ça qui est un peu dommage. Au début, je vous parlais d'une notion de yin, de yang, de 5 éléments. Maintenant, la médecine, telle qu'on l'apprend dans les universités en Chine, a tendance à aller vers l'allopathique, c'est-à-dire que la personne a la grippe, boum, on va appliquer tel protocole avec tel point. Boum, 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 ils vont faire ça pendant 10 jours, tous les jours, avec les mêmes points. Si au bout de 10 jours, il n'y a pas de résultat, on change de point, et puis si ça marche, au revoir, merci. Ils en sont un peu là, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Si je peux prendre Allez-y, quelque chose là-dessus, j'ai été en Chine après Mao, et il n'y avait plus de maîtres en acupuncture, on leur a tous coupé la tête, et il n'y avait que des médecins en pieds nus qui étaient formés en 15 jours, qui étaient des ouvriers ou des paysans qui étaient formés en 15 jours pour de la médecine d'urgence dans les champs, dans les usines, etc. C'est utile aussi pour le bon peuple, mais il n'y avait pas... Et je me rappelle avoir vu travailler un médecin qui était un vrai médecin, acupuncteur, et je lui dis, vous faites les 5 éléments. Je voyais bien qu'il utilisait les 5 éléments. Et il me dit, ah non, non, je n'utilise pas les 5 éléments. Et je dis, mais si, vous faites les 5 éléments. Il dit, non, non, c'est interdit par Mao. Ben, il le faisait. Et alors, vous avez des salles où on fait toutes les vésicules biliaires, alors on fait les points des vésicules biliaires, etc. Ça devient de l'acupuncture allopathisée. Et j'avais un de mes profs, moi j'ai eu des professeurs chinois qui étaient en fin de carrière, puis qui avaient envie d'apprendre, enfin de faire connaître aux élèves. Moi j'étais sur Paris dans une école privée, et ils nous expliquaient voilà, ils nous ont donné des points qu'on ne pouvait pas trouver dans les manuels, ils nous ont expliqué la chronoacupuncture, c'était vraiment intéressant. Et ils nous expliquaient que à une époque, effectivement, à l'époque de Mao, il y a eu des têtes coupées, puis il y a des médecins chinois qui ont dû quitter la Chine pour conserver leur science. Ouais. Qui nous ont appris, qui nous ont transmis.
En fait, on va la trouver ailleurs qu'en Chine. Bah, c'est un peu ce qui se passe. On a eu des discussions un peu philosophiques, c'est-à-dire que ce qui est marrant, c'est que nous, on a connu un peu l'industrialisation à outrance, la médecine moderne. Et maintenant, on est en train de basculer, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte un petit peu des effets. Bon, il y a du bon, hein, ça je dis pas, hein, mais nous, on va plus vers le naturel, alors qu'eux sont en train de découvrir un petit peu l'industrialisation à outrance. Et ils ont éjecté aussi tout ce qui était le Tibet, voilà, les bouddhistes, etc. Et mes profs nous disaient qu'ils allaient nous apprendre le traditionnel et qu'à terme, d'ici quelques, je sais pas, 50, 100 ans, c'était à nous de faire redécouvrir ce qu'eux avaient perdu. Donc il y a un peu des flux comme ça. Et je trouvais ça assez joli en fait. Bon, entre-temps, j'espère qu'on n'aura pas trop perdu, quoi. On retrouve un petit peu la même chose chez nous avec l'herboristerie. Ouais, on l'a fait supprimer, et puis maintenant, de plus en plus de gens demandent de la phytothérapie. Oui, il y a des écoles qui ont été fermées carrément. Oui, les herboristes ont disparu, etc. Et puis maintenant, on revient quand même. Il y avait une notion, tout à l'heure, j'ai parlé de pharmacopée. Le pharmacopée, c'était vraiment un petit peu lié quand même à la médecine chinoise. Il y a des plantes vraiment très chinoises. En France, on a aussi nos herbes qui sont très très bonnes par rapport à l'endroit où l'on se trouve et aux maladies qu'on peut rencontrer ici, parce que ce n'est pas les mêmes maladies que là-bas. Là-bas, ils ont par exemple des températures de chaleur-humidité que nous, on n'a pas ici. Et je trouve que c'est dommage d'apporter des choses, alors que nous, ici en France, on a quoi faire. À part peut-être le gingembre qu'on n'a pas, qu'il n'y a pas d'équivalent. Voilà, bah tiens, un petit truc, si je peux me permettre. Le petit truc, la petite potion magique pour garder la forme, c'est une petite décoction de gingembre. Vous coupez des racines, vous achetez des bonnes racines bien gonflées, pas des trucs secs, sans vie, sans énergie. Vous coupez des cubes de gingembre, vous faites une décoction, vous faites réduire l'eau. Alors plus vous aimez le gingembre fort, plus vous mettez de carré et puis vous laissez réduire de plus en plus. Si vous n'aimez pas que ce soit très fort, vous faites moins. Et puis là-dessus, vous pouvez mettre un petit peu de citron chaud le matin pour drainer un petit peu le foie. Il faut le prendre chaud, hein, parce que le citron froid, ça rajoute de l'acidité, c'est pas bon. Et puis comme c'est l'été, bah, vous pouvez contrecarrer les effets chauffants du gingembre avec de la menthe. La menthe qui est rafraîchissante. Donc voilà, vous aurez la partie énergie sans la partie chauffante du gingembre. Et l'hiver, vous enlevez la partie menthe. Voilà, c'est ce que mes profs m'avaient donné comme une petite astuce pour rester en forme. D'autres questions? Le douyin, c'est quoi par rapport à tout ça? Le douyin, c'est de l'acupression, c'est des exercices, ça se rapproche un petit peu du Qigong. Le douyin, c'est un petit peu l'équivalent de... Moi, je pratique pas, je ne saurais pas expliquer en détail. C'est un petit peu l'équivalent du shiatsu en japonais. C'est des étirements. Non, mais c'est des points aussi. Il y a des points aussi d'acupression. C'est surtout des pressions sur C'est de des l'acupuncture. Voilà, c'est tout à fait. C'est comme un l'équivalent. shiatsu qu'on fait à soi-même. Voilà. Je connais pas, je ne saurais pas trop, je pratique pas. Je connais plus le Qigong. Et sur le Qigong, vous avez une posture simple à nous montrer qui serait... démonstration. Je vous ai montré le poumon tout à l'heure. Oui. Alors bon, si vous faites ça, comme ça, tiens, demain, il faut que j'aille acheter des nouilles. Ça n'a pas tellement bien marché. Il faut vraiment sentir un petit peu l'énergie. Voilà, il faut sentir. Alors, l'exercice de base, pour bien vous enraciner, c'est ce qu'on appelle le Qigong de l'arbre. Donc vous mettez les pieds parallèles, pas plus large que la largeur des épaules. Les genoux légèrement pliés, parce que si on va rester droit comme ça coupe l'énergie. Donc les genoux légèrement pliés. Donc ça c'est une posture avec le bassin un petit peu incliné, comme ça, en accroche-cœur, comme on dit. Donc ça c'est une position que vous pouvez garder longtemps en attendant quelqu'un, ça sera moins fatigant. Et puis vous amenez les mains comme ça, comme si vous vouliez entourer un arbre. Voilà, puis vous essayez de trouver une position pas trop haute, parce que ça fatigue les muscles. Le but c'est un truc de feignant, hein, le Qigong. C'est de moins solliciter les muscles possible. Donc voilà, vous trouvez une position comme ça, et puis vous allez rester le plus longtemps possible. C'est-à-dire au départ, vous restez 2-3 minutes, parce que c'est un peu long. Et au fur et à mesure, vous pouvez rester 3/4 d'heure comme ça. Et voilà, ça c'est un exercice d'enracinement. Si vous êtes trop... Anne-Laure vous parlera tout à l'heure de Vata, si vous avez vraiment la tête un petit peu dans les étoiles en permanence, trop lunatique. Ça c'est un exercice qui va vous ramener au sol et va vous permettre de vous ancrer bien comme il faut et de prendre conscience un petit peu
l'enracinement et tout ce qui est vraiment important. Donc ça, c'est vraiment l'exercice principal. Après, voilà, il y a des exercices par rapport à chaque organe. Donc, je vous parlais du poumon tout à l'heure. Vous inspirez en montant, généralement quand vous montez les mains, vous inspirez et vous soufflez en descendant. Comme ça, voilà. Comme ça, vous inversez. Vous inspirez. Et puis vous soufflez. Imaginez que vous caressez votre poumon comme si c'était un gros ballon. Voilà. Après, il y a des exercices un peu plus compliqués. Par exemple, pour les reins, c'est un exercice. Si, il y a un exercice comme ça, pareil, pour sentir un petit peu à droite et à gauche, toujours la même position. Vous inclinez comme ça, vous allez essayer de sentir l'énergie qui monte dans la main gauche, en soufflant. Puis en inspirant, vous imaginez que l'énergie va circuler jusqu'au cou. Le cou, là, c'est un grand point, j'ai pas dit, il y a un grand point yang, là, ici, sous la bosse de bison. Je vous ai montré le point yin pour vous endormir. Le point yang pour rester éveillé. Voilà, pour rester éveillé pour la prochaine conférence, par exemple. Vous massez. Voilà, sous la bosse de bison, c'est la première vertèbre qui reste fixe quand vous tournez la tête. Ça, c'est un méridien, c'est un point qui ramène tous les 3 méridiens yang du haut de la tête. C'est un point que vous pouvez faire si vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas vous arrêter, puis vous commencez un petit peu à somnoler. Vous massez ce point-là dans le sens horaire, comme ça. Voilà, ça c'est un grand point yang. J'ai vérifié, hein. En voiture ça marche bien. Voilà. Dans le sens inverse, on va disperser, on va éliminer, c'est quand vous avez une douleur. Pour redonner de l'énergie, vous massez dans le sens horaire, comme pour visser en fait, pour redonner de l'énergie. Voilà, puis après il y a aussi les automassages. Voilà, masser les bouts de doigts, ça c'est important. Après il y a tout un protocole pour réveiller un petit peu tous les organes. Le foie, par exemple, vous pouvez masser simplement comme ça, pour réchauffer un petit peu. Hein. Le foie, la rate, l'anxiété, puis la colère. Un geste d'automassage pour les mal de transport. Mal de transport, il y a un point. Alors le gingembre est très efficace parce que ça renvoie le chi dans le bon sens, ça évite que le chi remonte. Là, c'est à 2 doigts par rapport au poignet. Alors 2 doigts, 2 pouces, c'est la largeur de votre doigt, là, comme ça. Vous mettez voilà, le point il est ici. C'est un point qui s'appelle Neguan, c'est un point du péricarde. Vous massez, vous dispersez, c'est un grand point pour. Il existe des bracelets qui appuient sur ce point, je pense que vous avez déjà vu. Et voilà, ça c'est un grand point pour les mal de mer, les transports et autres. C'est la 2 phalanges. Ouais, les 2 phalanges de l'index. Un bracelet qu'on trouve où? On n'a pas encore mal. Personnellement, je ne vous conseille pas parce que je ne sais pas si ça marchait pas, j'ai pas testé. Je me demande, est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que ça fonctionne? Bah, je dirais s'il appuie bien, ça sera efficace. Après, les histoires magnétiques, là j'ai toujours un peu des doutes. Moi, vous savez, à un moment, ils vendaient des bracelets magnétiques. Moi j'avais testé, ça m'a un peu déséquilibré, j'ai arrêté tout de suite. Celui que j'ai vu, c'est qu'il a un scratch et en fait il y a 2 points en plastique plus ou moins. Voilà, il faut. Donc on se met le bracelet en scratch et puis on voit. Ça peut être, ça peut être efficace, mais il faut que ça appuie quand même. Hein. Parce que là, ici, vous voyez, vous sentez, hein, il y a des tendons qui passent, il faut que ce soit entre les tendons. Donc il faut, vous voyez, moi si j'appuie entre les tendons, vous voyez, j'appuie comme ça. Hein. Donc voilà, il faut que ça appuie un peu, ou alors vous le serrez bien, mais après, bon, il faut faire attention que ça coupe pas la circulation. Il faut voir si ça appuie, voilà, il faut voir si le petit. Ou alors, vous le mettez, puis régulièrement vous appuyez. Ça, voilà, ça peut être la solution. Voilà, comme ça au moins vous connaissez la position, et puis vous appuyez. Là, ça peut être bien. Voilà. Dernière question, c'est bon? Bon bah écoutez, merci, je vais laisser la place. Je ne sais pas s'il y a une pause de prévue ou...